On va démarrer donc l'ordre du jour du conseil municipal. On va commencer par faire l'appel. Alors, donc, Gérald Cantourné, je suis là. Claire Péchel. Florian Grenier. Anne Drogo, pouvoir à Nadège Mancino. Brahim Sadi. Adamski Dolores. Fernandez Alain. Martin René. Lubin Pascal. Mancino Nadège. Debéchillon Florent absent. Arnaud Collet, pouvoir à Claire Péchel. José Dos Santos, pouvoir à Brahim Sadi. Vanessa Renard. Sébastien Magnier. Marie-Laure Tresca. Marie-Emeline Daubigny. Françoise Soulier. Damien Vinciguera, pouvoir à Florian Grenier. Laetitia Serpaggi, pouvoir à Françoise Soulier. Éric Glénat. Franck Présumé. Clotilde Berthier. Aude Picard-Wolf. Stéphanie Besset. Sébastien Ginesté, Cédric Augier, absents tous les deux. Jean-Charles Banqueri et Nicole Cluzel, pouvoir à Dolores Adamski. Donc le quorum est largement atteint. Je vous propose donc qu'on démarre. Pour la secrétaire de séance ce soir, nous avons fait le tour de tous ceux qui étaient passés jusqu'à maintenant. Donc je vous propose ce soir Aude Picard-Wolf, si cela vous convient. Merci. Premier travail, donc l'approbation du compte-rendu de la séance du 1er juillet 2021. Vous l'avez reçu avec la convocation à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte-rendu? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Compte-rendu de la séance du 1er juillet 2021, adopté. Je vous remercie. Donc, on démarre comme habituellement par la lecture donc, de l'ensemble des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Donc, vous avez vu qu'il y en a quelques-unes quand même. Donc, je vous propose uniquement de vous lire les titres de ces décisions et si vous avez des questions, de les poser et j'y répondrai sans problème. Donc la première décision 2021-3-3-081, donc c'est la signature d'une convention pour la location gérance donc du snack de la piscine pendant les horaires d'ouverture de la saison estivale 2021, donc avec C'est bon mais c'est chaud. Voilà, représenté par monsieur Philippe Perrichon. La signature donc la décision suivante, 2021-1-4.4-082, donc la signature d'un contrat de prestation de service avec Music and Light pour la sonorisation donc, du feu d'artifice du 13 juillet 2021, donc, qui n'a pas eu lieu, donc la prestation n'a pas été facturée. La décision 2021-1.1-083, donc la signature d'un acte modificatif donc au marché de maîtrise d'œuvre numéro 2019-8 pour la réhabilitation de l'école maternelle Fabre-d'Églantine avec la société Idonésis. C'est donc le maître d'œuvre qui suivait le chantier de l'école de Fur. Pardon. Décision 2021-1.1-084, la signature donc du marché de maîtrise d'œuvre pour la création d'un parking en centre-ville. Donc, c'est l'aménagement de l'avenue de la Contamine et de la sécurisation d'un carrefour boulevard Michel Perret avec la société Alpétude. Décision 2021-3.5-085, donc c'est la signature d'une convention de mise à disposition des locaux de l'école élémentaire des Moulins, donc avec la MJC du Pays de Tullin, et ça, c'était pour cet été. La décision 2021-1.097, donc la signature d'un acte modificatif au lot numéro 6 qui concerne l'aménagement intérieur du marché de travaux numéro 2021-02 pour donc la réhabilitation de l'école maternelle Fabre-d'Églantine avec la société Euroconfort Maintenance. Décision 2021-1.1-098, c'est la signature de l'avenant numéro 1, donc au marché numéro 2018-07 de téléphonie fixe, mobile et Internet.
Voilà, donc c'est le changement de titulaire pour les lots 1 et 2. La décision 2021-3.5-099, donc la signature d'un protocole d'occupation temporaire donc, pour le terrain de l'ancien camping situé route de Saint-Quentin du jeudi 29 juillet au soir au dimanche 1er août 2021. Donc c'est lorsque les gens du voyage sont arrivés sans rien demander à personne. Et donc nous avons décidé, plutôt que de les accueillir comme ça un peu à l'arrache et sans faire les choses dans les règles, on a mis en place une convention d'accueil et qui permet également de leur facturer, entre guillemets, l'occupation du sol. Voilà, d'où cette convention, cette décision. Décision 2021-1.1-100, donc la signature du marché subséquent numéro 2021-06 à l'accord cadre numéro 2019-06, donc pour la fourniture de matériel informatique, donc avec le groupe Folder. Lot numéro 2, c'est la fourniture de matériel réseau et sécurité. La décision 2021-3.5-101, donc la signature d'une convention de mise à disposition à titre gratuit de la piscine municipale. Si mes souvenirs sont bons, c'est avec l'association Tigre qui a organisé des découvertes de triathlon cet été pour permettre aux enfants qui n'ont pas les moyens de partir en vacances avec leurs parents de pouvoir découvrir un sport. Et ça a plutôt très bien fonctionné puisque la convention a duré 15 jours et on l'a prolongée de 15 jours. Fin août, donc ça a duré tout le mois d'août. Décision 2021-1.1-102, donc la signature d'un acte modificatif au marché de travaux numéro 2021-02 pour la réhabilitation de l'école Fabre-d'Églantine avec la société Pitou Peinture Habitat 38. La décision 2021-1.1-103, donc la signature d'un acte modificatif au marché de travaux 2021-02 pour la réhabilitation toujours de l'école Fabre-d'Églantine avec la société Alp Énergie. Décision 2021-1.4-104, donc la signature d'un contrat de prestation de services avec Music & Light pour la sonorisation du feu d'artifice du 11 septembre 2021, qui cette fois-ci a bien eu lieu. Décision 2021-1.4-105, la signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association Maison des pratiques artistiques pour un concert d'update le samedi 11 septembre 2021. Décision 2021-1.4-106, la signature d'un contrat d'engagement pour une rencontre débat sur la transition écologique le 18 septembre 2021. Ça s'est passé au gymnase Chantal Mauduit. Décision 2021-4.1-107, la signature d'une convention de mise à disposition d'un fonctionnaire, donc de la police municipale de la commune, à la commune de la Côte-Saint-André à titre gracieux. C'est dans le cadre de sa mutation. Voilà, c'était 2 jours et c'était dans le cadre de sa mutation qui va prendre effet au 1er octobre. Décision 2021-1.1-108, signature d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation donc, des espaces annexes du groupe scolaire de Furs avec la société TKMT. Donc vous en entendrez parler incessamment sous peu. Nous allons bénéficier en fait du plan école mis en place par le département qui permet de financer à hauteur de 60% des travaux avec un plafond à 300 000 €, c'est ça. Et donc l'objectif de ce sujet, c'est de remplacer les 2 préfabriqués dans la cour de l'école de Furs par un vrai bâtiment en dur. Voilà. Décision 2021-1.4-109, donc l'étude de faisabilité pour l'aménagement de l'accès et la viabilisation du tènement de l'ex-IME, donc objet de l'OAP numéro 8 du PLU, prestations topographiques et assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc là aussi, un sujet qui occupe les passions depuis 2011 et auquel nous nous sommes attaqués il y a quelques mois pour essayer de trouver une solution, voilà, parce que le problème de l'IME étant l'accès, aujourd'hui un énorme tènement qui est après tombé en ruine, difficilement aménageable parce que l'accès est quasi impossible. Donc il y a 2 espaces réservés dans le PLU et l'objet donc de cette décision est d'essayer de trouver une solution d'accès. Voilà.
Donc, dernière décision, 2021-1.4-110, la signature d'un avenant au contrat de droit d'usage du service transfert sécurisé, donc suite au changement de plateforme de télétransmission des actes en préfecture. Voilà pour les décisions. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions? Je vous propose qu'on passe donc au premier sujet de l'ordre du jour qui concerne donc le budget et les finances. Donc, première délibération qui concerne donc la taxe foncière sur les propriétés bâties. La limitation donc de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Alors écoutez bien, c'est un peu technique. Claire Péchel, je te laisse la parole. Merci. Donc, les dispositions de l'article 1383 du Code général des impôts permettent au conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, des additions de construction, des reconstructions et des conversions de bâtiments ruraux en logements en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation. Une délibération similaire qui concernait donc la suppression de l'exonération de 2 ans des logements neufs de taxe foncière sur les propriétés bâties avait déjà été prise par ce même conseil municipal en 1996. La réforme liée à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et le transfert de fiscalité du département en découlant pour les locaux d'habitation achevés après le 1er janvier 2021. La délibération prise antérieurement par la commune, donc la délibération de 1996, devient caduque. Il convient donc de redélibérer. Donc la commune souhaite maintenir une suppression d'exonération en 2022 et donc il faut qu'on en délibère avant le 1er octobre 2021. Donc on est dans les temps. Et avant, la délibération de 1996 exonérait partiellement ces nouvelles constructions à hauteur de 37%. Suite à la réforme, il est possible de délibérer sur des tranches, des pourcentages d'exonération de 40, 50, 60, 70, 80 ou 90% de la base imposable. Donc, pour rester dans la même philosophie que la délibération prise précédemment, je vous propose de décider de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc sur les constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logement à 40% de la base imposable en ce qui concerne tous les immeubles à usage d'habitation. Et donc, je vous demande de charger, monsieur le maire, de notifier cette décision aux services préfectoraux afin que nous soyons dans les temps. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante qui concerne donc une décision budgétaire modificative numéro 2. Claire Péchel, je te laisse la parole à nouveau. Merci. Alors, donc, c'est notre deuxième décision modificative de l'année. Normalement, il y en aura 3. Alors, sur la partie fonctionnement, ce que je vous propose, c'est d'augmenter les crédits de dépenses de 100 000 euros, répartis en 60 000 euros de rémunération, 25 000 de cotisation URSSAF et 15 000 euros de cotisation retraite. Ces 100 000 euros d'augmentation de dépenses sont compensés par des recettes, donc 2 subventions sur les postes, une subvention pour le poste de manager de commerce à hauteur de 20 000 euros, une subvention pour le poste de chargé de projet Petite Ville de demain à hauteur de 10 000 euros, et donc des remboursements que nous avons obtenus sur le personnel de 30 000. Des redevances périscolaires avec une augmentation des recettes de 20 000 euros. On a plus de visibilité maintenant sur les inscriptions périsco pour cette année scolaire. Et donc, on a eu aussi 20 000 euros supplémentaires de recettes sur la taxe additionnelle aux droits de mutation, ce qui fait que ce chapitre, le budget de fonctionnement s'équilibre, donc 100 000 euros en dépensant plus et 100 000 euros de recettes supplémentaires. Sur la partie investissement, qui est un petit peu plus longue, je vous propose de ne pas tout vous lire.
Alors, sur les dotations, les fonds divers et les réserves, donc il y a une diminution des crédits de recettes de 20 000 euros. Sur la partie subvention d'investissement, donc on diminue les recettes de 69 000 euros et on augmente les crédits de l'autre côté de 155 000 euros, ce qui correspond au PUP de Vagrim. On diminue l'emprunt prévu de 357 500 euros. Sur les immobilisations incorporelles, donc Petite Ville de demain, on diminue les crédits de dépenses de 20 000. Sur les immobilisations corporelles, cette fois-ci, donc il y a un petit peu plus de dépenses sur les bâtiments communaux et la réhabilitation de l'école maternelle, ainsi que sur le matériel informatique, pour un total de 18 100 euros. Et il y en a un petit peu moins sur le matériel informatique dans un autre chapitre qui correspond au GFU pour 5 500. Sur les immobilisations en cours, alors c'est le chapitre le plus long. Donc on diminue les crédits de dépenses de 365 600 donc pour le matériel informatique, les bâtiments communaux, les travaux d'accessibilité des ERP, l'opération Philae, l'aménagement des sécurisations des voies structurantes ainsi que Petite Ville de demain. On augmente les crédits de dépenses cette fois-ci sur les tennis municipaux, donc 15 000 euros, c'est les serrures connectées, la réhabilitation de l'école maternelle du groupe scolaire FUR pour 8 500 et 58 000 sur une autre opération pour la même école. Au niveau des recettes, rien du tout. Donc, ce qui nous fait un total général à moins 191 500 euros en dépensés en recettes. Donc, je vais répondre à toutes vos questions. Éric Glénat, on t'écoute. Alors, on aura deux questions, donc une sur le fonctionnement et une sur l'investissement. Donc, sur le fonctionnement, alors pouvez-vous nous préciser si les 100 000 euros nouvellement inscrits correspondent à des emplois ponctuels ou pérennes? Si ces emplois devaient être reconduits en 2022 et par la suite, comment les financerez-vous, sachant qu'aujourd'hui, ils sont couverts en grande partie par des recettes exceptionnelles? Nous sommes inquiets par cette hausse des frais de personnel. À combien estimez-vous le chapitre 12 des charges de personnel en fin d'année? Je rappelle qu'il était de 4 millions d'euros au budget. Cela n'entraîne-t-il pas une dégradation de la marge d'autofinancement? Ok. Claire Péchel, je te laisse répondre. Alors, il y a plus que deux questions, mais c'est pas grave. Alors, pour expliquer le surcoût des 100 000 euros supplémentaires en rémunération, il y a une partie qui est liée à un poste en surnombre, qui est le poste du DGS, qui a quitté ses fonctions au 1er août. Il y a le poste de Petite Ville de demain et le poste de chargé de mission développement durable que vous verrez par la suite dans les prochaines délibérations. Et on a doublé deux postes de façon temporaire au niveau de l'urbanisme et des services techniques pour assurer la transition entre un départ à la retraite et une arrivée, deux départs à la retraite d'ailleurs, et deux arrivées, voilà, pour ne pas perdre la connaissance des gens qui partent profiter de leur retraite. Donc, c'est des emplois, donc c'est des surcoûts qui sont temporaires pour la plupart. Ils ont été aussi... Alors, la projection à fin d'année, elle dépasse un petit peu les 4 millions. Pour l'instant, on est à 4 100 000. Donc, on verra en fin d'année à combien on sera. Par contre, on a diminué le recours aux prestataires extérieurs qu'il faut aussi prendre en compte dans le calcul, en tout cas que moi, je prends en compte dans le calcul global de la masse salariale. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Non. Très bien. Parfait, je vous remercie. Alors, la seconde question, c'est pour la section d'investissement. Alors, juste pour compléter sur la partie salaire, hein, Eric, juste, on était aussi sur une année de réorganisation. C'est ce qui nous a aussi fait certaines masses salariales un peu plus élevées. Mais comme l'a dit Claire, on va stabiliser tout ça et l'objectif est maintenant, avec une organisation différente, de pouvoir travailler sur l'économie de fonctionnement. Voilà. Ok. Deuxième question. Alors, pour l'investissement, alors que dans la revue municipale, vous annonciez un budget prudent et ambitieux avec des investissements à hauteur de près de 2 900 000 euros, nous constatons aujourd'hui, comme nous l'annoncions lors du vote, un budget rabougri, réduit aux dépenses courantes et à la fin des opérations du précédent mandat.
Après cette DM, nous arriverons à un total d'opérations d'un peu plus de 2 millions d'euros, dont 828 000 de report de 2020, soit seulement 1 241 000 opérations nouvelles. Et encore, sur celle-ci, nous constatons un taux de réalisation extrêmement faible qui laisse augurer un CA historiquement bas. Comment expliquez-vous cette inaction, bien loin des annonces faites? Rien pour la transition écologique, toujours aux abonnés absents. Rien pour l'Église, malgré 179 000 euros au budget, par exemple. Une commune qui n'investit pas est une commune qui s'endort. De plus, c'est de l'argent public qui n'est pas injecté dans l'économie locale, alors que nous traversons une crise sans précédent et qu'il faut soutenir nos entreprises et artisans tullinois. Des fois, j'ai l'impression de m'entendre, du coup. Juste pour répondre à ta question, Eric, donc cette année, donc vous n'êtes pas sans imaginer qu'on n'est pas encore sorti du Covid d'ailleurs, du coup. Donc une année un peu compliquée pour organiser, entre autres, des réunions de quartier sur lesquelles on s'était engagé pour proposer les aménagements. Donc on en sort. On peut simplement dire que depuis le 1er septembre, il y a eu aussi l'arrivée de notre chargé de projet Petite Ville de demain. Donc tout se lance depuis le 1er septembre. Comme je disais tout à l'heure, on a passé 1 an à s'organiser, à réorganiser les services. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de découvrir cette nouvelle organisation et les nouvelles têtes des agents qui sont arrivés le 4 octobre, où vous êtes invités à un apéritif convivial avec les agents. Ça sera l'occasion de rencontrer cette nouvelle organisation. Donc, 1 an de réorganisation, une période Covid. Et là, on vous annonce que des chantiers sont lancés dans les décisions. Ça vous l'expliquait tout à l'heure. La Contamine, le parking Braco et la sécurisation du boulevard Michel Perret. Les études ont été missionnées. On a un retour du maître d'œuvre au 30 septembre. Et donc, derrière, nous allons pouvoir lancer les réunions de concertation avec les habitants pour lancer les travaux. Donc, je conçois qu'on a pris un peu de retard. Bon, ça fait à peine 1 an qu'on est là. Ça fait 1 an qu'on est là. Donc, j'estime que là, on est prêt et on est en ordre de marche pour déployer les projets qu'on souhaitait. On les déploie. Sur la question de la transition écologique, ça sera l'objet de la délibération suivante. Il y a une bonne surprise. Voilà. Et vous allez voir que les projets sur la transition écologique vont démarrer également. Mais il nous fallait aussi quelqu'un pour s'occuper de tout ça. Ça faisait partie de la réorganisation. Il y avait une question aussi sur l'église et sur... Florian, il va nous parler de l'église. Et puis après, Claire Pléchel nous parlera de l'église. D'autre chose. Florian Grenier. Alors, sur l'église, on en parlera au prochain conseil municipal, justement. C'était rapide. Aujourd'hui, on a dû annuler le contrat de maîtrise d'œuvre qui avait été passé avec RL parce qu'il était illégal. On a plus de travaux d'investigation à faire que ce qui avait été missionné. Et de ce fait-là, tout vous sera expliqué lors de la prochaine commission aménagement et vous aurez toutes vos réponses. Ok, donc on entend bien vos explications sur les grosses opérations. Par contre, vous auriez peut-être pu profiter de cette période pour faire des travaux qu'il faudra de toute façon faire, par exemple sur les voiries et surtout sur les établissements recevant du public. Parce que là, on a des obligations qu'il va falloir respecter quand même. Donc, c'était peut-être l'occasion de mettre un peu plus cette année sur cette ligne. Ok, donc alors il y a des choses qu'on a fait sur la voirie, entre autres. Et puis, on a été aussi pas mal occupé sur terminer la maison des associations, qui là aussi était un sujet brûlant. Et bien sûr, je ne reparlerai pas de l'école de Fur, qui nous a occupés jusqu'au 31 août, la veille de la rentrée, et qui nous occupe encore jusqu'aux vacances de la Toussaint, parce que l'escalier définitif n'est toujours pas là. Voilà, donc une année où on s'est plutôt occupé des bâtiments publics, et entre autres de celui de l'école, parce que moi je m'étais engagé qu'au 1er septembre, les enfants rentreraient à Fur. Et le 1er septembre, ils sont rentrés à Fur, dans des conditions assez limites, parce que l'escalier est un échafaudage. Mais on s'est attaché à ça. Et on a lancé quand même ce fameux bâtiment
pour remplacer donc les préfabriqués. Je peux vous assurer que les maîtresses de FUR sont très contentes parce qu'on va sortir enfin ce préfabriqué en carton par un vrai bâtiment. Et là, ça va aller aussi assez vite puisque le premier coup de pioche doit être donné en janvier 2022. En juin 2022. Et en termes de transition écologique, ce bâtiment devrait être une vitrine, j'espère. Voilà. Franck Présumé, pardon. Ah. Bon, Éric, je crois, a bien résumé et même précisé notre inquiétude. Alors, on entend effectivement, il y a le Covid, il y a votre manque, ça fait pas longtemps que vous êtes là, etc. Mais au final, il faut remercier M. Gillet de nous avoir fait passer les tableaux de taux de réalisation, etc., de façon très rapide pour aussi analyser un petit peu cette DM. On ne peut pas voter cette DM en conscience, sachant que c'est vrai qu'elle corrobore l'idée qu'il ne se passe pas grand-chose à Tullin, quoi. Voilà. Alors on peut avoir des excuses, on peut avoir des chantiers, etc., mais d'enlever autant de crédits sur une DM, moi j'ai rarement vu ça, et baisser l'emprunt de plus de moitié. Voilà, on trouve que c'est pas très, c'est invotable en l'état, donc on votera contre cette DM. Ok, la parole à Claire Péchel pour conclure. Et je vous remercie de féliciter Monsieur Gillet, qui en effet, j'en profite qu'il est là ce soir pour le remercier de tout le boulot qu'il fait et qui est le point de départ de notre organisation. Voilà. Et le service finance. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais ils connaissent le service finance. Ah, juste de précision, on n'est pas en train de parler d'un budget final, donc il va y avoir encore des investissements qui vont être réalisés sur le dernier trimestre. Donc c'est à la fin de la guerre qu'on fait le bilan. Sur la politique financière, l'idée, c'est pas d'engager des dépenses pour dire d'avoir dépensé 3 millions et d'avoir mangé tout notre budget sans faire attention. On a été prudent cette année. On a réalisé certaines études aussi, certaines phases d'études. On a pris le temps d'attendre la fin du Covid aussi pour faire de la concertation citoyenne, lancer nos projets plus tard pour être sûr que les bâtiments qui vont sortir de terre soient adaptés aux besoins de la population, contrairement à d'autres. Merci. Ok. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre, donc? 4. Et qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Une dernière délibération dans le sujet finances et budget, l'admission en non-valeur donc de divers produits communaux. Claire Péchel, je te laisse la parole. Donc, je vous informe du courrier de Monsieur le Trésorier de Tullin concernant un état de créance irrécouvrable après échec des tentatives de recouvrement. Donc, c'est un sujet récurrent. Donc, Monsieur le Trésorier demande la mission en non-valeur de titres datant de 2016 à 2020 pour un montant de 322,30 €, donc qui concerne la restauration périscolaire pour la plupart, les TAP périscolaires et les accueils périscolaires. Donc pour deux motifs différents, soit des poursuites sans effet ou soit des montants qui sont inférieurs au seuil de poursuite. Et donc dans ce cas-là, les administrés ne sont pas poursuivis. L'admission en non-valeur n'empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une situation le permettant. Donc au vu du Code général des collectivités territoriales et l'instruction budgétaire et comptable M14, je vous propose d'admettre en non-valeur la somme de 322,30 € et d'inscrire les crédits nécessaires au budget à l'article 65-41, créances admises en non-valeur. Je vous précise quand même que dans le cadre de la commission finances, nous allons travailler à une nouvelle procédure pour essayer de recouvrer ces créances d'une autre façon et éviter de les passer en admission en non-valeur. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie.
Nous abordons maintenant le chapitre du personnel communal et donc une première délibération donc concernant le recrutement d'un agent en accroissement temporaire d'activité pour le recensement de la population. Donc, je vous fais grâce du détail de la note de synthèse, mais donc il faut juste considérer donc la nécessité de créer un poste en accroissement temporaire d'activité, donc afin de soulager donc la charge de travail du service des formalités administratives, donc pour les opérations relatives au lancement du recrutement, du recensement de la population, qui se déroulera en janvier 2022. Voilà, donc c'est un renfort au service pour assurer le recensement, qui est une tâche compliquée. Donc on met toutes les chances de notre côté pour pas créer de la souffrance chez les agents, parce qu'il y a un timing, c'est 3 semaines, ça dure et il faut tout rendre. Voilà, en 3 semaines. Donc accroissement temporaire. Donc je vous demande d'adopter la création d'un poste à temps complet en accroissement temporaire d'activité, de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales sont inscrits au budget de la commune et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette? Claire Péchel peut apporter une précision. Merci. C'est juste pour dire que dans le cadre du recensement, on reçoit une dotation forfaitaire de l'État qui nous permet de compenser notamment le coût de ce poste. En espérant que cette année, le recensement aura lieu et qu'on ne préparera pas une deuxième fois pour rien. Question, Franck? Oui, peut-être ça a été dit en commission, mais je ne me souviens plus. C'est un contrat sur 12 mois ou sur une... Non, sur la durée... donc je crois que c'est du 1er novembre à fin février, puisque le recensement est janvier-février. Donc elle commence au 1er novembre, parce qu'il y a tout un tas de préparations. Il faut aller repérer les adresses, il faut créer les quartiers, les zones de recensement. Donc il y a un très très gros travail. Et pour éviter de fermer le service formalité administrative pendant 3 mois avant, elle vient en renfort du service formalité administrative pour préparer le recensement. Voilà. Et puis coordonner le recensement pendant la durée du recensement. Donc c'est 1er novembre, fin janvier, je crois. Ouais. Et d'après nos informations, notre expérience, la subvention, elle sert à payer plutôt les agents recenseurs, mais pas ce poste-là. Est-ce que ça couvrira l'ensemble? C'est une enveloppe, en fait. Est-ce que ça couvrira l'ensemble ou est-ce que ça va coûter la commune? Ah non, je pense que ça coûtera. 17 000, ouais. Hein? Non, c'est une enveloppe qui donne pour aider au recensement. La dotation, c'est un forfait que l'on reçoit pour couvrir tout ou partie des frais du recensement. Donc majoritairement, elle est utilisée effectivement pour les agents recenseurs, dont l'indemnité, il y a plusieurs modes de calcul qui sont possibles et on en débattra à la prochaine commission finance. Mais on s'en sert, la dotation forfaitaire, on s'en sert aussi bien pour l'achat du matériel lié au recensement, des choses comme ça. Enfin voilà, l'État donne et après on l'utilise comme on le souhaite, mais ça compense jamais tout. Non. Et de préciser aussi que nous n'avons pas remplacé l'année dernière la responsable du service formalité administrative, qui est partie à la retraite et qui était en charge habituellement du recensement depuis un nombre certain d'années ou un certain nombre d'années. Donc il faut assurer aussi cette partie. Voilà, c'est aussi les inconvénients du changement. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette délibération? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante, donc, qui concerne la création d'un poste de chargé de mission développement durable et démocratie participative à temps complet. Donc c'est un contrat de projet d'une durée d'1 an. Voilà, donc ça répond à votre question. Dans notre rôle... Dans notre idée de réorganisation, il nous paraissait complètement utile et nécessaire que, compte tenu de la taille de la commune et des ambitions que nous avons sur le développement durable et la participation citoyenne, d'avoir un agent à temps complet, parce qu'elle travaille d'arrache-pied d'ailleurs depuis le 1er septembre, sur la mise en place des conseils de quartier. Voilà, donc c'est un très gros travail. Et donc en parallèle sur le développement durable avec notre conseillère municipale déléguée Françoise Soulier et Laetitia Serpaggi. Donc voilà, pourquoi de la création de ce poste. Donc l'objectif, c'est de participer à la qualité des espaces publics et la renaturation,
de piloter et coordonner une dynamique des actions en faveur du développement de la participation des habitants à la vie citoyenne et de promouvoir les richesses naturelles ou historiques de la commune. Donc, je vous demande d'approuver la création d'un poste contractuel de catégorie B de la filière administrative, contrat de projet, au grade donc de rédacteur territorial à temps complet pour une durée d'1 an renouvelable, d'ouvrir les crédits budgétaires correspondants et nécessaires au financement de ce poste et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Franck Présumé. D'entrée, on ne s'opposera pas à cette création de poste, eu égard aux thématiques, évidemment, comme tu l'as dit, Gérald. En revanche, on a toujours du mal sur ces délibérations de création de poste à se positionner parce qu'on n'a pas de vision globale encore, alors peut-être qu'on l'aura bientôt, de l'organisation. On avait échangé un peu en commission là-dessus, c'est-à-dire que bon, avant, il y avait peut-être pas d'agents sur ces missions-là, mais il y avait des agents qui s'occupaient de ça. Donc voilà, assez rapidement, je pense que ça serait intéressant qu'on ait un organigramme, même s'il n'est pas complètement ficelé, pour qu'on puisse donner notre avis en connaissance de cause, parce que c'est difficile comme ça, ponctuellement, de donner un avis sur des créations de postes, surtout dans le contexte qu'a rappelé Éric tout à l'heure, avec toujours cette inquiétude du poste personnel qui a l'air de dériver légèrement cette année. Voilà. Alors, j'annonçais depuis quelques mois, quand même, depuis le mois de février ou mars, qu'il faudrait qu'au 1er septembre, on soit en ordre de marche et que l'organisation soit ficelée. Donc, l'organigramme a été présenté et voté en CT au mois de juin. Et tous les recrutements sont terminés. Donc, le 4 octobre, où je vous invite à nouveau à venir partager un moment convivial avec les agents, ce sera aussi le moment de découvrir notre organisation, et y compris l'organisation en mairie. On est après préparé aussi un plan en fonction des bureaux, tout ça, parce qu'il y a eu quelques déménagements aussi. Donc, tout ça sera présenté. C'est l'objectif du 4 octobre. Voilà, et tous les recrutements ont été faits. Il nous reste un départ à la retraite. Voilà. Donc, l'organigramme, pas de souci. Oui, c'était dans les documents du CT. Mais là, vous les verrez en vrai, l'organigramme. C'est plus sympa. D'autres questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante, donc, qui concerne la modification donc, du tableau des effectifs concernant le pôle Vivre Ensemble, donc anciennement vie scolaire. Donc, dans le cadre de la mutation de la responsable des accueils périscolaires, donc il convient de créer un poste de rédacteur territorial, catégorie B, filière administrative, à temps complet, donc pour être en cohérence avec le niveau de ce poste dans l'organigramme. Voilà, donc on a un agent qui a été muté et qui a été remplacé, donc on met à jour, on modifie le tableau des effectifs. Je vous demande d'adopter donc la modification du tableau des effectifs comme présenté ci-dessus, avec la création de l'emploi détaillé, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Délibération suivante, identique, concernant cette fois la modification du tableau des effectifs pour le service de la police municipale. Donc, dans le cadre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, d'une mutation aussi d'un agent de la police municipale, donc nous avons sélectionné et recruté un agent dont le grade est différent de celui qui quitte le poste. Donc il convient de créer un poste de brigadier chef principal à temps complet afin de pourvoir au recrutement. Je vous demande donc d'adopter la modification du tableau des effectifs avec la création de l'emploi que je viens de vous détailler, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération également? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Délibération adoptée. Je vous remercie. Nous en avons terminé avec la partie concernant le personnel communal. Nous allons attaquer maintenant l'aménagement du territoire. Première délibération, la signature avec la société SPBR1 d'une convention donc d'occupation du domaine public pour l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables installés sur le parking de la place Jean Jaurès. Je laisse la parole à Florian Grenier qui nous explique tout ça. Territoire Énergie Isère, ex-CEDI, a informé Monsieur le maire avoir attribué une délégation de service public à la société EasyCharge, dont la filiale SPBR1 est en charge de l'exploitation du développement du réseau de bornes de recharge électrique e-borne, dont la commune de Tullin fait partie. Dans ce contexte de changement d'exploitant, les précédentes conventions d'occupation du domaine public des bornes existantes sont caduques et doivent être remplacées par un nouveau document signé entre la commune et la société de projet SPBR1. Je vous rappelle que ces 2 bornes de recharge sont installées sur le parking de la place Jean Jaurès. Je veux également vous signaler qu'on a fait une demande dans le Tullin-Mag sur des besoins de bornes supplémentaires, qu'on a eu une seule personne qui s'est manifestée pour l'instant, et qu'à ce titre-là, les sociétés ne donnent pas suite à nos volontés de développement des bornes électriques sur la commune, étant donné que les bornes actuelles ne sont pas assez utilisées aujourd'hui. Donc, je demande au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la société SPBR1, attributaire du contrat de délégation de service public avec Territoire Énergie Isère. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? C'est étonnant que les bornes soient sous-exploitées. Étonnant, ah oui. Un camping-car, c'est ça? Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Donc, thème suivant, donc l'éducation. Avec une première délibération, donc la signature d'une convention avec la ville de Voiron, donc pour une participation financière aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire pour l'année scolaire 2020-2021. Donc c'est moi qui vous rapporterai ces délibérations, Anne Drogo étant malade ce soir. Et nous nous souhaitons de se reposer pour revenir en pleine forme. Alors, donc depuis le 1er janvier 2008, la commune de Voiron, en qualité de commune siège, met gracieusement à disposition donc, du centre médico-scolaire un logement dans l'ancienne école de Pavio. Donc à ce titre, elle en supporte les charges de fonctionnement. Et donc, pour compenser ces dépenses, la commune de Voiron sollicite une participation financière donc, des 40 communes ou communautés de communes rattachées au centre médico-scolaire de Voiron, dont Tullin. Donc, la participation financière de chaque commune est calculée sur les effectifs scolaires publics et privés de son territoire de l'année précédente. La signature d'une convention est nécessaire. Donc, il est rappelé au Conseil que pour l'année 2019-2020, le tarif était fixé à 61 € 61 centimes par élève du premier degré du secteur public et privé. Pour l'année scolaire 2020-2021, la participation est calculée sur la base forfaitaire de 0,62 € par élève. Voilà, donc vous avez eu en annexe de la convocation, en annexe de la... Non ? La convention, pardon. En annexe de la convocation, la convention. On va s'en sortir. Je vous demande donc d'approuver la convention à intervenir, c'est marrant ça comme phrase, d'approuver la convention que je vais signer avec la commune de Voiron et de m'autoriser à signer la dite convention. 2 fois la même chose. Là, ça se voit que c'est pas moi qui l'ai préparée celle-là. Hein. Je découvre. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention, donc, qui est une convention qui est reconduite chaque année? Pas de questions. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante qui concerne donc le renouvellement du PEDT et de la mise en place du plan mercredi 2021-2024. Là aussi, vous avez tous les documents en annexe. Donc, juste pour vous rappeler que donc, le projet éducatif du territoire, le PEDT, de la commune, adopté par délibération donc, numéro 2019-9-2-077, donc le 4 juillet 2019, arrive à son terme. Par ailleurs, en raison du retour à la semaine de 4 jours, le décret du 27 juin 2017,
Et compte tenu donc de la suppression des temps d'activité périscolaire, les TAP, à la rentrée de septembre 2021, il convient donc de procéder à son renouvellement. Les axes éducatifs généraux donc du PEDT ont fait l'objet d'une large concertation avec les parents d'élèves et d'une validation par l'ensemble des partenaires. Le document présenté en conseil municipal intègre d'une part les projets et actions à mettre en œuvre pour la période 2021-2024 et d'autre part le nouveau plan mercredi, décret du 23 juillet 2018, qui veut impulser donc le développement d'une offre d'accueil de qualité sur les temps du mercredi. Ce plan mercredi ouvre droit pour la collectivité à des financements de la CAF, de l'Isère. Il est contractualisé à travers 2 conventions liant la commune au service de l'État, à l'éducation nationale et à la CAF de l'Isère. La convention Charte Qualité Plan Mercredi, précisant les engagements de chacune des parties pour la labellisation Plan Mercredi des accueils de loisirs du mercredi de la commune, et la convention de financement CAF relative au Plan Mercredi. Le PEDT s'inscrira dans la continuité du précédent et dans une construction permanente, prenant en compte donc l'actualité, les besoins identifiés des usagers et de l'équipe de professionnels dans le domaine de compétences de chacun. Les nouvelles actions présentées feront l'objet d'un suivi par les partenaires institutionnels. Donc, il vous est demandé de m'autoriser à signer les documents suivants, donc la convention Charte Qualité Plan Mercredi et la convention de financement CAF Plan Mercredi, de valider le PEDT en intégrant le plan Mercredi de 2021 à 2024, de m'autoriser l'exécution des dépenses qui en découlent et de m'autoriser à prendre toute mesure relative à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération, Franck Présumé? Alors nous allons voter cette délibération. Je regrette qu'Anne Drogo ne soit pas là pour entendre ça, parce qu'on s'est pas mal opposé là-dessus. Vous lui souhaiterez un bon rétablissement, parce qu'on l'a croisée tout à l'heure, mais elle était pas bien, c'est ça? Ouais, elle a des... oui. Ok. Non, alors on en a pas mal discuté entre nous. Donc le fait de voter cette délibération, malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on est devenu OK pour les 4 jours. Je tiens quand même à le préciser. Mais bon, il faut bien qu'on l'intègre à un moment donné. Donc ça y est, on a avalé la couleuvre, on l'a intégré, donc on va pouvoir passer à autre chose. Ça, je tenais à le dire à titre personnel et peut-être au nom du groupe aussi. Mais donc saluer quand même le travail qui a été fait sur le PEDT. On avait dit qu'il fallait vraiment rentrer le plan mercredi pour pouvoir avoir des financements de la CAF. Ça a été fait et ça, c'est plutôt une bonne chose pour la commune. Donc voilà, même si sur le fond, il y aurait des choses à améliorer dans le cadre du PEDT, mais c'est un travail qu'il ne faut pas oublier, etc. Mais je pense que Anne Drogo est d'accord là-dessus. Un PEDT, c'est pas un morceau de papier qu'on signe pour avoir des financements, c'est quelque chose de vivant. Donc voilà, je pense qu'il faudra continuer à discuter et à améliorer ce PEDT. Donc on votera cette délibération. Ok, eh ben écoute, nous transmettrons à Anne. Elle sera contente. Ça la fera peut-être guérir plus vite, du coup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Nous allons passer au patrimoine avec une très bonne nouvelle que va nous annoncer Alain Fernandez. Effectivement, le département de l'Isère a créé le label Patrimoine en Isère qui permet de reconnaître les édifices dont la valeur patrimoniale peut être considérée comme présentant un intérêt départemental. Ainsi, lors de sa réunion le 3 juin 2021, la commission départementale du patrimoine a proposé l'attribution de ce label pour la villa Michel Perret, l'hôtel de ville actuel, et son parc, hors dépendance et chapelle dans lequel nous sommes. Afin que cette proposition soit entérinée par la commission permanente du département, le conseil municipal doit se déclarer favorable à la labellisation de ce bien et l'accepter. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution du label Patrimoine en Isère pour l'hôtel de ville et son parc, de solliciter la soumission du dossier à la commission permanente du département et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Alain. Des questions sur cette délibération?
Donc c'est plutôt une belle nouvelle, même si plus personne ne remet en cause la beauté et la richesse de cet édifice patrimonial de la ville. Mais là, c'est quand même symboliquement, on l'ancre dans le marbre. Voilà. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà. Et je sais qu'il y a un autre projet pour un autre édifice dans les tuyaux aussi. Hein. Peut-être que ça sera l'objet d'une prochaine délibération. Et on n'en dit pas plus pour le moment. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'intercommunalité et Florian Grenier va nous parler du rapport annuel des services publics et plus précisément donc de la présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service eau et assainissement du pays voironnais. Florian, je te laisse la parole. Concernant le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service de l'eau et d'assainissement du pays voironnais, quelques chiffres intéressants et pour faire court, en 2020, il y a eu environ une trentaine d'opérations d'investissement réalisées par le pays voironnais pour un montant global de 6 080 000 euros. 2 260 000 concernaient l'eau potable, 3 820 000 l'assainissement. À noter que sur la commune de Tullin, il y a eu un renouvellement de réseau de 2250 mètres linéaires pour lequel nous avons par ailleurs voté un surdimensionnement pour la sécurité incendie. On peut noter qu'on a un taux de renouvellement de l'eau potable de 87%, 178 réparations de fuites sur le réseau et qu'on a en moyenne 28% de perte de notre eau potable dans les réseaux qui disparaissent au pays voironnais. Et les équipes du pays voironnais travaillent d'arrache-pied pour diminuer encore ce pourcentage qui est plus faible que la moyenne des autres intercommunalités. Si vous avez d'autres questions, tout le rapport entier est disponible à la DGS. Ah bon, tu nous le lis pas complet, Florian. Tout le monde va s'endormir. Il y en a qui ont eu peur, hein, d'un coup, là. Je l'ai lu en commission déjà. Bon, très bien. Ah, mine de rien, on plaisante, mais au pays voironnais, on a droit presque à la lecture complète et on apprend quand même des choses intéressantes comme le fait que la moyenne de 30% de fuite, ça pose question quand même. Voilà, donc c'est quand même intéressant d'avoir certains chiffres qui permettent de travailler sur des pistes d'amélioration. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote qui est... Pardon, c'est pas vote. Excusez-moi. Bon, bah pas de vote. Allez. Oui. Donc, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous propose qu'on passe aux questions orales. Est-ce que vous avez des questions orales? Allez, je vais commencer. Éric Glénat. Alors, lors du dernier conseil municipal, vous avez fait voter la vente de la ferme du Clos des Chartreux. Pouvez-vous nous indiquer où en est la procédure et nous dire si une proposition de relogement a été faite à la famille expulsée de fait? Par ailleurs, avez-vous des informations sur le devenir du bien et les projets de l'acheteur prêt à mettre une somme nettement supérieure aux estimations? Alors, la première question, c'était où on en est? Oui, donc la procédure... Oui, donc le dossier suit son cours. Alors, je ne peux pas dire le propriétaire ni le locataire, parce qu'aujourd'hui, il occupe de manière illégale notre bien. La personne qui vit dans cette ferme, donc c'est la ferme de la Combe et pas la ferme du Clos des Chartreux, il a reçu un courrier tout de suite après le dernier conseil municipal lui signifiant que le 15 octobre, il devrait quitter le logement. Et donc, nous poursuivrons la procédure jusqu'au bout. Il devra quitter le logement le 15 octobre. Voilà, c'est une chose, je voulais rappeler la dernière fois que l'ancienne municipalité n'a pas voulu régler et que nous devions régler et que nous allons régler. Donc, nous poursuivrons le dossier jusqu'au bout. Ça, c'est la réponse à la première question. La deuxième question qui concernait le relogement. Donc nous n'avons pas à reloger le locataire, sinon tous les Tullinois vont venir me voir et me demander de les reloger. Donc il est signifié qu'il doit quitter le logement, qu'il prenne ses responsabilités et qu'il trouve un logement comme tout un chacun
Voilà, deuxième réponse. Et la dernière, monsieur qui a acheté le bien, nous allons signer la vente incessamment sous peu, et le monsieur a un projet de rénovation, mais je crois que ce n'est pas l'objet de... À partir du moment où il aura acheté le bien, ce bien sera à quelqu'un de privé, il en fera ce qu'il voudra. Voilà. Franck, présumé. Non, avant d'entamer la deuxième question, je redis ce que j'avais dit. Je pense qu'on va vers une situation dramatique si vous ne gérez pas le côté humain de cette situation au 15 octobre. Je vous le dis, voilà, je sans polémique aucune. J'ai raté. Je pense qu'il y a à gérer le côté humain de cette situation, au-delà du problème juridique, etc. Je le dis tout à fait sincèrement. Juste pour terminer sur ce dossier-là, peut-être que le problème humain, si vous avez eu le courage de le régler avant qu'on arrive, on n'en serait pas là aujourd'hui, Franck. Tu le sais. Tu le sais très bien. Aujourd'hui, la situation est uniquement parce que vous n'avez pas souhaité régler la situation. Alors, vous avez lancé une polémique sur les réseaux sociaux. Nous, on n'a pas répondu parce qu'on a des faits, on a des choses. Le moment venu, nous dirons les choses. Voilà. Tu te trompes, notre groupe n'a lancé aucune polémique. Ah bon? Aucune polémique sur les réseaux sociaux. On répond. Non, mais vous pouvez acquiescer ou pas. Moi, il y avait d'autres solutions, on l'a déjà dit. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? En fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. Non, il y avait d'autres solutions de régler ce problème de la façon dont il a été... Alors, moi, j'aimerais comprendre pourquoi vous ne l'avez pas fait. Il y avait d'autres solutions. D'accord. C'était en train de se faire, etc. C'était en fin de mandat, j'en sais rien. En tout cas, vous avez géré ce problème peut-être juridique, quand tu dis de façon illégale, je ne suis pas sûr. Si ce seront peut-être les tribunaux qui le diront, d'ailleurs, si c'était illégal ou pas. C'est ça. C'est pas à toi de le dire, ni à moi, d'ailleurs, j'en sais rien. Peut-être les tribunaux seront saisis et diront si c'est illégal ou pas. En l'occurrence, moi, je vous alerte sur la situation, voilà, de la situation humaine. D'ailleurs, je pense que dans votre équipe, les votes de la dernière fois ont bien montré qu'il y avait quand même un problème. Et donc, je pense qu'il faut être responsable et regarder aussi ça. Et pas juste s'enfoncer dans ce dossier, juste parce qu'on n'a pas fait le boulot. Peut-être qu'on n'a pas fait le boulot correctement, mais n'empêche que la situation aujourd'hui risque d'être dramatique le 15 ou le 16 octobre. Voilà, c'est tout ce que je dis. Maintenant, c'est vous qui êtes en responsabilité. On verra bien ce qui va se passer. On est d'accord. Deuxième question. Voilà, après, vous verrez la suite. Je ne sais pas, moi, je pense que... Bon, j'en dis pas plus, je sais pas ce qui va se passer, mais moi, je suis assez inquiet. Voilà. La deuxième question, c'est sur la question des associations et de la contrepartie demandée aux associations pour le versement de la deuxième partie de leur sub. Vous savez qu'on n'était pas d'accord avec cette méthode. On attendait de savoir quels critères allaient être proposés pour attribuer cette deuxième partie. Vous nous aviez dit en commission ou en conseil municipal qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète et que la deuxième partie des subventions serait versée. Aujourd'hui, on a vu arriver un dossier de subvention, de demande de subvention qu'on n'a pas compris. Voilà. Donc, apparemment, d'après ce qu'on comprend, il faut que l'association, pour avoir la deuxième partie de sa sub ou une partie de sa sub, mais on n'a pas compris, il fallait qu'elle organise une manifestation. Voilà. Est-ce que cette manifestation, elle est liée au montant de cette deuxième partie? C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose si on a 100 € à toucher ou si on a 5 000. Comment ça marche? Est-ce que c'est une seule... voilà, quel est le budget, quel est le lien entre le budget de cette manifestation et le versement de la deuxième partie? Enfin, voilà, quels sont les critères qui vont être... est-ce qu'on attribue la totalité, la moitié, etc. On n'a rien compris à ça. Moi, je redis ce que j'avais dit, c'est qu'aujourd'hui, il me semble qu'on est à la limite, vraiment, juridiquement, de la commande publique,
Quand on demande une contrepartie sur une subvention à une association, on est à la limite de la commande publique. Voilà, moi je pense que ça dépend des critères qu'on met. Moi, donc on vous pose la question, voilà, il y a pas mal d'associations qui n'ont pas compris ce qui allait se passer, quoi. Ok, donc juste en préambule sur le côté limite, bon, le département et le Pays Voironnais fait comme ça, et de plus en plus on va vers ce type de démarche pour éviter, comme je répète à chaque fois, le fameux chèque en blanc. Je laisse répondre Alain ou Brahim, ou les deux, et juste de rappeler qu'en fait, toutes ces explications, le lieu des explications sont dans les commissions, et vous venez pas aux commissions tous, je sais pas qui, mais j'ai reçu des mails en disant que les commissions étaient souvent à des moments où vous n'étiez pas disponible et tout. Bon, on va pas mettre les commissions en fonction de votre agenda. Mais voilà, mais Brahim et Alain vont répondre. Voilà, c'est plutôt le jeu de la commission, quoi. Pas n'importe quoi, on est les plus assidus aux commissions. Ah, je sais pas. Je sais pas, si, Brahim, attends. Non, mais c'est ça. On n'est pas en commission? Non, je dis, ça a été échangé en commission ou pas? Et Brahim, il me dit que ça a été vu en commission. Donc. Alors, oui, exactement, je comprends. Voilà. Ça a été vu lors de ma commission du 16 septembre, où Clotilde Berthier est arrivée en retard et j'ai pris le temps, justement, de lui réexpliquer, en fait, ce sujet-là, qui était la deuxième attribution des subventions. Eric a été excusé. Donc, de ce fait, ce que je propose, c'est qu'il y aura une commission qui aura lieu avant le prochain conseil municipal où on délibérera justement sur ces critères d'attribution pour les associations. On en a discuté à plusieurs reprises. Franck, on revient à chaque fois sur le même sujet. À un moment donné, je pense qu'il faut passer à autre chose. On a dit qu'on allait mettre en place un groupe de travail pour l'année prochaine où vous serez tous conviés autour de la table et qu'on puisse retravailler ces critères-là, co-construire ensemble. Donc voilà, on vous tend la main et j'espère que vous la saisirez. Vous êtes les bienvenus. Là, je suis un peu agacé par le fait de notre non-présence aux commissions. Peut-être que Clotilde est arrivée en retard, j'en sais rien, mais je veux dire, je pense qu'en pourcentage de présence entre nous quatre et votre équipe dans les commissions, moi je me suis retrouvé dans les commissions, votre équipe, vous étiez deux. Donc on se calme là-dessus. Ça, je trouve que l'attaque est un peu sournoise. C'est pas une attaque. On est quatre, on est présent dans toutes les commissions. Je crois qu'on n'a pas raté une seule commission depuis le début. Alors on peut arriver en retard, désolé. On est présent. Parfois, on a des visios qui se passent au dernier moment. Parce que moi, je peux dire aussi que je suis arrivé à une commission à l'heure et on a commencé une demi-heure après parce que ça marchait pas, etc. Donc on peut aller sur ce terrain-là si vous voulez, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une attaque sournoise. Après, sur le fond, Brahim, moi je veux bien qu'on discute, mais à ce moment-là, mets en place ce groupe de travail, qu'on discute tranquillement. Moi, je suis prêt à venir à tous les groupes de travail que tu mettras en place pour dire à la fois que je suis pas d'accord et construire quelque chose. Gérald, quand tu dis le chèque en blanc, mais justement, cette réaction, elle montre bien que c'est de la commande publique cachée, en fait. Bon, parce que une subvention, ça finance le projet associatif de l'association, ça finance pas une commande publique, quelle qu'elle soit, et une manifestation. Enfin voilà, moi alors après, et en plus, on ne sait pas les critères que vous allez choisir sur. Est-ce que vous allez donner, il y a quelqu'un qui va faire une manif, alors c'est une vente de boudin ou c'est un concert de Johnny, il est mort, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas tout ça. Alors peut-être, je ne sais pas, nous on a essayé d'échanger avec Clotilde à la sortie de la commission, je peux lui laisser la parole. On n'a pas compris, et il y a des associations qui n'ont pas compris. Donc faites un groupe de travail. Je vais rajouter quelque chose avant que tu prennes la parole, Brahim. À la commission, tu nous as effectivement présenté le texte que tu as envoyé aux associations. Et c'est vrai que c'est très chargé en critères. Mais moi, ce que je n'ai pas bien compris, c'est sur quels critères, finalement, la deuxième partie sera attribuée, sachant que tu as dit il suffira de vendre des huîtres ou, comme dit Franck, du boudin pendant les fêtes de Noël pour faire une animation dans la ville, pour montrer que les associations sont prêtes à organiser des manifestations pour vivre ensemble. Mais est-ce que si la deuxième moitié de la subvention correspond
à 5 000 €, est-ce qu'il suffit de vendre 3 bourriches pour avoir les 5 000 € ou est-ce qu'il faut faire autre chose? Et ça, dans le questionnaire qui a été adressé aux associations, c'est pas précisé. Donc en fait, les associations ne savent pas réellement ce qu'elles doivent faire. Et d'autre part, je pensais que tous ces critères, c'était à déterminer ensemble dans une commission. Et c'est un travail à faire plutôt pour l'année prochaine, pas tout de suite. Est-ce que, Alain, tu veux t'exprimer ou pas? Je n'ai pas tout compris ce que vous disiez. Néanmoins, effectivement, nous demandons les projets associatifs. Certains nous ont déjà répondu. Certains nous ont même déjà répondu que, vu la situation qu'ils vivaient, ils n'avaient besoin de rien. Donc, a priori, le message est plutôt clairement passé. Ça nous permet aussi de savoir ce que vont préparer nos associations pour eux, mais aussi pour les citoyens, voir ce qui se passe. C'est de la préparation, c'est de l'écoute et de l'organisation que nous souhaitons mettre en place avec eux, sachant que le budget des subventions est celui que nous avons donné en début d'année. Les 50% donc, sont toujours disponibles pour l'ensemble des animations et des associations qui en ont besoin. Je voulais aussi rajouter le fait que on a quand même pris le temps de les rencontrer individuellement les unes après les autres, donc c'est important que vous le sachiez. On n'a pas sorti ça du chapeau, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de discuter individuellement, en présentiel, avec chacune des associations. On n'en a oublié aucune. On a encore aussi pris le temps, lors du forum des associations, que ce soit Alain, moi, Sébastien et Jean-Charles, et j'en oublie peut-être, d'avoir pris le temps de rencontrer chacune des associations. Donc voilà, on savait aussi que ça avait été pour certains une année compliquée, puisqu'il y a peut-être eu un manque à gagner, des recettes qui n'ont pas été générées, parce qu'il n'y a pas eu peut-être des manifestations ou autres qui leur ont peut-être permis de générer des recettes. Et pour le coup, on a dit qu'on serait présent justement pour les accompagner, pour l'aide à la reprise. Donc je pense qu'on ne les laisse pas tomber, au contraire. Comme le disait Alain, Gérald, un chèque en blanc, oui, je vais dans son sens. Et puis le tout, c'est vraiment de prendre le temps de discuter avec eux sur des besoins, parce que les besoins ne sont pas que financiers, c'est important de le savoir, ça. Certains nous demandent juste des locaux, ou comme l'association de pêche, de la tonte. Donc ça ne va pas uniquement en donnant un chèque qu'on va résoudre les attentes et les besoins de chacune des associations. Et encore une fois, il faut prendre le temps de discuter avec elles, chose qu'on a faite, et j'en suis très satisfait. Et aujourd'hui, moi, les sons de cloche ne sont pas les mêmes que vous, puisque les associations sont très satisfaites. On a eu déjà des retours sur cette deuxième attribution de subvention, et pour le moment, c'est plutôt bien. Voilà. Et il y a même eu des retours où certains avaient des petites interrogations, et on n'a pas manqué à leur répondre. Donc on leur laisse un délai d'1 mois, ce qui n'est pas un délai très court, et puis on verra et on arbitrera tranquillement, on prendra le temps. Une chose est sûre, c'est que l'enveloppe globale a été conservée, ça vous le savez. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Si ce n'est pas le cas... C'est pas les seuls critères, mais oui. C'est pas les seules opportunités pour elles, en tout cas, d'avoir... C'est pas les seuls critères. On sait très bien que, par exemple, et vous le disiez la dernière fois lors d'une commission, je ne sais plus si c'était Eric ou vous, quand on voit le rugby, le dimanche, ça amène énormément de monde. Donc ça participe au rayonnement de la ville. Et encore une fois, il était noté noir sur blanc sur le dossier qu'on a envoyé. Le rayonnement de la ville, je n'ai pas tous les critères sous les yeux, mais si vous prenez le temps de le relire, vous vous rendrez compte que finalement, il y a plus de critères que ça, Franck. Ce qu'il faut, c'est voir un peu avec moins de dogmatisme. Prends le micro, Franck, sinon après les gens, ils ne t'entendent pas. Non, mais c'est d'arrêter le dogmatisme. Les assos, elles n'ont pas envie d'être mises sous perfusion, d'être mises sous tutelle de la mairie avec une subvention qui est toujours la même et qui tombe chaque année. L'idée, c'est de correspondre à leurs besoins. Il y a des assos, certaines années, qui ont besoin d'un peu plus d'argent et d'autres qui en ont moins besoin. En tout cas, c'est le cas pour certaines cette année, ce qui va nous permettre, en ayant conservé l'enveloppe, de pouvoir la répartir équitablement entre celles qui en ont besoin selon leur projet associatif
et qui peuvent être multiples. Et là, carte blanche à eux. L'idée, c'est pas de les transformer en prestataires, et ça n'a jamais été le cas. L'idée, c'est de les aider à se développer, à se faire connaître, à générer des recettes et à participer au rayonnement de la ville. Voilà. Donc après, charge à eux, s'ils ont envie de vendre du boudin, des huîtres ou du chocolat, ils font ce qu'ils veulent, d'organiser un feu d'artifice, un concert. Ok. De toute façon, voilà, l'objet aussi est d'échanger sur les critères, parce que toutes les idées sont bonnes. On est sur une année, on n'arrête pas de le répéter, compliquée, y compris pour les associations. Donc ce sera une année un peu test 2021 pour les subventions. Les subventions seront là pour qu'elles puissent se terminer leur année sans casse, qu'elles puissent démarrer 2022 et critériser avec vous en échangeant pour la subvention de l'année prochaine, avec une vraie saison pour chaque club. Donc ça sera beaucoup plus facile. Cette année, c'est compliqué. Comme on l'a dit, il y a des associations qui n'ont pas du tout fonctionné, donc qui n'avaient pas besoin de subvention. Et puis j'ai appris il n'y a pas très longtemps aussi qu'une des associations a été obligée d'acheter un matériel à 2500 € à cause du Covid, et ce matériel qui est aussi mis à disposition des écoles, du collège et tout ça. Et là aussi, j'en ai parlé à Brahim, je trouve que c'est pas normal qu'une association achète ça et en fasse bénéficier tout le monde. Hein. On ne demande pas au club de foot d'acheter ses cages de foot, ni au club de basket d'acheter ses paniers. Donc je pense que là aussi, il y a des choses à revoir. Voilà. On clôt le débat ici. Non, Brahim ? Parfait. Pour 2022, c'est ce qui se fera, Franck. Brahim, pour Claude. Vas-y. Mais grand plaisir, ils le savent très bien, que ce soit Claude, Clotilde, Eric ou Franck. On l'avait dit, on le fera, on s'y tiendra. On les conviera justement pour travailler ces critères-là pour 2022. Voilà. Et puis je veux le dire, et je suis profondément attaché me concernant pour les sports au niveau des associations, puisque pour ma part, je le dis ouvertement, je ne manque pas un moment pour aller les rencontrer, que ce soit sur une compétition ou autre. Et voilà, et je pense que ça passe par là aussi, et non pas juste donner un chèque et acheter la paix sociale auprès des associations. Voilà, merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose ce soir une petite surprise faite par nos agents qui adorent tous les élus. Il n'y a pas de verre. Si, il y a des verres. Oui, il y a des verres à l'entrée. Nos agents nous ont préparé des jus de pommes, de jus de fruits. J'ai vu qu'il y avait du pomme. Il y a un cubi de vin aussi. Bon, d'accord, je l'ai dit. Et donc, de prendre 5 minutes ou plus pour boire un petit coup. Et voilà. Et puis, rendez-vous le 4 octobre, 17h, à partir de 17h, pour un apéritif et une rencontre conviviale avec les agents. Je vous invite expressément tous à être présents, parce que ça fait 1 an qu'on est là et les agents ont besoin de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Merci à tous et bonne soirée.